France, 100 patients vont voir un médecin, 84 sortent avec un médicament. Au Danemark, 100 patients vont voir un médecin, 49 sortent avec un médicament. C'est très difficile pour un médecin d'accepter que rien que marcher remplace des médicaments. Pour moi, médecin, c'est tout faire pour que mes malades aillent mieux. J'en ai pas un qui m'a demandé « Monsieur Carré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je vive 2 mois de plus ?» Pas un, ça m'est jamais arrivé. Par contre, je n'ai eu que des malades qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit au moins pourrie par ma maladie et par mes médicaments ?» T'as plein de patients que t'arrives à faire changer, malheureusement, c'est ceux qui sont passés très proches de la mort ou d'un événement catastrophique. Et me dit « Mais moi, par contre, Monsieur Carré, je fais 2 heures de foot le samedi et 3 heures de vélo avec mes copains le dimanche. Est-ce que c'est bien ?» Je lui dis « Je peux pas vous dire que c'est mal. » Mais je lui dis « C'est comme si vous allez voir votre dentiste, vous lui dites « Monsieur le dentiste, j'ai pas le temps de laver les dents tous les jours, donc je me lave 7 fois le dimanche. » Ben voilà, c'est pareil. En France, on meurt dans 70% des cas de ces maladies-là. Et la plupart des sous que la sécurité sociale paye, c'est pour ces maladies. Si demain, tout le monde bouge, fait attention à ce qu'il mange et dort bien, eh bien, j'ai aucun déficit de la sécurité sociale, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une erreur, la personne âgée doit encore plus marcher que le jeune. Tout est fait aujourd'hui pour que les gens foutent rien. Ah bah écoutez, je suis désolé, mais votre tension est trop élevée. Ah bah oui, ça je m'en doutais. Ma mère était hypertendue. Vous êtes dans le diabète, ça y est. Ah bah vous m'étonnez pas. Mon père, il était diabétique. En fin de compte, c'est toujours l'autre. Il y en a même qui vont chercher la grande-tante ou l'arrière-grand-père. Donnez-moi la pilule pour continuer à faire n'importe quoi. On peut prendre le problème dans tous les sens. On n'est pas fait pour ça. 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore, c'est parti pour l'interview. Pourquoi la chaise sur laquelle on pense s'asseoir et se reposer finalement tue? Alors d'abord, la chaise effectivement sur laquelle on s'assied, elle nous ment parce que je suis épuisé par ma journée de travail, je m'assieds. Alors pendant que je suis assis, je suis super bien, mais quand je me relève, c'est surprenant parce que je suis aussi fatigué qu'avant. J'ai mal aux pattes, je me sens pas bien, etc. Alors que si jamais j'étais arrivé chez moi, au lieu de m'asseoir sur ma chaise ou sur mon canapé, j'avais été marcher 10 minutes, et bien là, je serais moins fatigué. Donc d'abord, la chaise nous ment, elle nous fait croire qu'elle nous repose, mais pas du tout. Et pourquoi elle nous tue? Parce que quand je vais rester assis longtemps, eh bien, je vais avoir des effets négatifs sur ma santé immédiats. Premièrement, je me rends compte si je lis, j'ai du mal au bout d'un moment à relire les livres, les lignes parce que mon cerveau est plus perfusé, j'ai un peu froid, je vais mettre une petite laine. Souvent, quand je reste assis comme ça, si en plus je regarde la télé, qu'est-ce que je fais? Tout d'un coup, j'ai une petite faim, je vais aller chercher quelque chose à manger qui va pas être de la salade. Enfin, toutes ces choses-là qui font que déjà c'est mauvais immédiatement. Et puis surtout, c'est comme une addiction, ça devient une addiction. Je m'assieds et après je m'assieds sans m'en rendre compte. Et plus je m'assieds, plus je risque d'avoir des pathologies qui vont survenir dans les 10 ans ou dans les 15 ans. Et donc, à terme, ça me tue. Moins je reste debout, en fait, plus ça me fatigue de rester debout, c'est ce que tu dis. Exactement. Plus je suis assis, plus c'est fatigant pour moi de marcher et de me mettre debout. Plus c'est une position que mon corps n'a plus l'habitude d'avoir. Il y a une anecdote amusante, qui n'est pas une anecdote, c'est une définition anatomique. L'amnésie des fessiers. Quand on est assis, on a une amnésie des fessiers. Pourquoi? Parce que les fessiers sont donc les fesses, c'est les muscles les plus puissants de l'organisme qui sont là pour tenir mon dos. Quand je suis assis, souvent je suis mal assis en plus, c'est rarement assis le dos bien droit, donc je m'affachis un petit peu et mes fessiers ils ne font rien. Si je reste assis 4 heures, quand je me mets debout, c'est pas mes fessiers qui se contractent parce qu'ils ne se souviennent plus qu'ils doivent se contracter. Ceux qui se contractent, c'est les muscles que j'ai autour des vertèbres, les muscles paravertébraux en bas du dos. Et c'est pour ça que quand je me lève, quand j'étais assis longtemps, j'ai mal en bas du dos. Parce que les muscles qui se contractent, c'est pas leur job. Et que souvent, et donc, ils me font mal. Et on s'étire. Donc, en fin de compte, c'est l'amnésie des fessiers. Donc, on voit très bien ce qui se passe. Quand je reste assis longtemps, je me mets en hibernation d'une certaine façon. Et donc, dès que je me relève, et ben là, je suis dans une situation où je suis plus bien parce que j'ai perdu l'habitude d'être debout. Et du coup, quand on est fatigué, si tu nous dis que s'asseoir, déjà la chaise nous ment et ensuite elle nous tue, qu'est-ce que tu préconises justement si on est fatigué après une journée de travail, etc., pour essayer de se reposer et être un peu plus en forme? Alors, la meilleure chose à faire, c'est, si je reviens en voiture du boulot, eh bien, je me sors de ma voiture et je vais me balader 10 minutes. Si je reviens du boulot en transport en commun, je descends une station plus tôt près de chez moi et je vais marcher pendant 5 à 10 minutes et ça va me soulager. C'est ce que je dis toujours, en particulier aux femmes qui ont pas beaucoup de temps parce que je sais qu'elles sont très occupées. Eh bien, quand vous êtes fatigué, vous prévenez votre mari, vous lui dites « Chérie, je suis désolé, mais je rentre pas tout de suite à la maison, je vais prendre soin de ma santé, je vais marcher 10 minutes et ça va me reposer. Par contre, tu peux dire au gamin de mettre la table et toi, tu peux te mettre devant les fourneaux. » Et puis voilà.
Mais ça, il faut oser le faire. Mais je crois que c'est essentiel. C'est prendre soin de sa santé. Je vous prends juste un exemple très simple. C'était pas de la fatigue, mais j'ai une collègue qui est chirurgienne et qui s'opère des cancers digestifs des personnes âgées. À force de parler avec elle, elle m'a dit, François, j'ai dit à mes malades, elle a 3 semaines de délai pour opérer, je vous demande de marcher tous les jours 15 minutes. 3 fois 5 minutes, 15 minutes de suite, peu importe. Jusqu'à ce que je vous opère. Les patients et les patientes qui l'écoutent restent, après l'opération, 3 jours à l'hôpital. Les patients qui l'écoutent pas restent 6 jours. 3 jours de plus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait 15 minutes de marche par jour pendant 3 semaines. C'est quand même, ça pose un gros problème. Bon, alors, des études comme ça, il y en a, je sais pas si tu les connais, longues comme le bras, avec une corrélation entre le VO2 max de la personne, donc on va dire la capacité respiratoire un peu pour faire simple, et les suites après une opération, et la récupération après une fracture, après un accident, etc. Il y en a plein de la littérature. Donc ça veut dire qu'en fait, d'une manière assez simple, meilleur état dans lequel on est quand il nous arrive quelque chose, plus rapidement on se remet, ce qui est finalement assez logique. Mais là, ce qui est dingue dans ce que tu dis, c'est que simplement en 3 semaines, un petit peu d'entraînement, on arrive à inverser complètement la courbe. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient quand même particulièrement déconditionnés a priori. Oui, absolument, parce que d'abord, ils étaient âgés. Et sous prétexte qu'on est âgé, rappelez-vous quand même qu'aujourd'hui, on a tendance à dire notre grand-père, notre grand-mère, n'en fais pas trop papy, n'en fais pas trop mamie. Comme je dis toujours, quand on le répète trop souvent, c'est qu'on vise l'héritage, parce qu'en réalité, le problème, c'est que ils vont mourir plus tôt. Quand même, quand on leur dit ça, absolument. Et puis, comme j'ai toujours dit chez moi, le premier qui me dit, à ton âge, fais pas ci, là, je pense que je vais pas l'apprécier, qu'on me rappelle pas mon âge en permanence. C'est une erreur. La personne âgée doit encore plus marcher que le jeune, puisqu'on perd énormément de muscles en vieillissant. On commence à perdre du muscle dès aujourd'hui, vu l'activité physique qu'on fait, elle est 35-40 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, les premiers shooters, c'est 52 ans. Avant, c'était 75 ans. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus les muscles pour se maintenir. Donc il faut vraiment qu'on prenne en charge ça très tôt, le plus tôt possible, et qu'on comprenne que ça ne peut être que bénéfique. Et moi, j'ai pas besoin de le cacher. Quand j'ai des vieilles tantes à voir, moi, quand je leur fais la biche, je me permets de palper un tout petit peu au niveau des épaules pour voir l'état de la masse musculaire scapulaire au niveau des épaules. Et si je vois qu'elles en ont pas beaucoup, je lui dis, il faut que tu se rebouges un peu plus, que tu fasses de la musculation, que du renforcement musculaire. Bien sûr. Parce que c'est un rapport entre les deux. Donc, ce que tu expliques, c'est que tu viens toucher un petit peu l'épaule, là, et comme ça, tu vois la masse musculaire d'une personne. Et pourquoi c'est important ? Parce que cette personne-là, quand elle est dans sa cuisine et qu'elle va attraper quelque chose dans un placard pour se faire à manger, elle a besoin de ses épaules. Quand, elle a besoin n'importe quoi. Et si elle n'arrive pas à l'attraper, elle se fait pas manger, parce qu'elle est âgée et qu'elle est toute seule. Et puis voilà. Donc, elle se dénutrit, et on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Très agréable. Écoute, on est rentré dans le vif du sujet. François, je te propose de te présenter. Explique-nous qui tu es et ce que tu fais. Moi, je m'appelle François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport. J'ai une petite particularité. D'abord, la cardiologie du sport, c'était pas fréquent. Ça a été créé dans notre service à Rennes. En France, ça existait ailleurs. Et c'est que ça fait 41 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité. Donc 41 ans que je prescris, en même temps que mes médicaments, de l'activité physique à mes malades cardiaques. Tout simplement parce que, non pas je l'ai appris dans mes études de médecine, parce que ça on les apprend pas dans les études de médecine de France. Par contre, j'ai lu des articles et j'ai vu qu'il y avait d'autres pays qui faisaient ça. J'ai vu ce qu'il y avait décrit. J'ai vu ce que tu disais sur la capacité physique, et qui était essentiel, et que je me suis dit, il faut que je fasse. Alors moi, ma capacité physique de mon patient, je la mesure par le nombre de marches qu'il peut monter en 5 minutes. Par exemple, si je monte 2 étages, il n'a pas une très bonne capacité physique. Ça, si je monte 2 étages en 5 minutes, c'est 5 minutes, 4, c'est déjà mieux. Et 6, c'est acceptable. Les champions... N'importe qui peut faire le test chez soi. Absolument. 5 minutes, il faut monter le maximum d'étages dans un immeuble. Voilà, exactement. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, le grand problème qu'il y a, c'est que pour gagner des marches, il n'y a qu'une solution, c'est de bouger. Il n'y en a pas 2. Aucun médicament ne fait gagner une marche à mon patient. Le médicament que je donne à mon patient va lui permettre d'enlever un symptôme, c'est-à-dire il est moins essoufflé en marchant, il a moins mal à une cheville ou à un genou ou à un poignet, peu importe. Et donc il va pouvoir marcher. Il faut qu'il se lève et qu'il marche. S'il ne le fait pas, il ne gagne pas une marche. Donc en fait, ma personne âgée, dont on vient de parler, chaque fois qu'elle marche, elle va gagner des marches. Et donc elle améliore son capital santé et donc son espérance de vie. Et ça, c'est vrai à 80 ans, 85 ans, 90 ans. On peut toujours gagner des marches. Ça, tu as dit plein de choses qui sont hyper importantes. Déjà, le corps, en fait, il devient tout simplement meilleur en fonction de ce à quoi on l'habitue. Donc, comme tu l'as dit, la capacité physique, c'est toi qui
qui explique ça, c'est que c'est corrélé au nombre de marches que la personne peut monter. Et si en fait on veut augmenter cette capacité physique et donc que la personne monte plus de marches, eh ben, il faut l'entraîner par exemple en montant des marches, tout simplement. Absolument, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc il n'y a pas de médicament miracle, le fait de dormir, il n'y a pas d'étirement, n'importe quoi. Non, il faut de l'activité physique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette activité physique doit associer donc ce qu'on appelle le cardio, c'est-à-dire on est un peu essoufflé quand on le fait, et du renforcement musculaire. Et monter des marches, j'ai les deux. Quand je monte les marches, je suis essoufflé. Ça fait travailler le cœur, ça fait travailler les poumons, les muscles, on donc je fais le renforcement. Mais surtout, quand je les descends, les marches, j'ai encore un renforcement musculaire plus important et je suis pas essoufflé. Donc moi, mes patients insuffisants cardiaques qui sont très essoufflés, je leur dis, vous avez le droit de prendre l'ascenseur pour monter, pas pour descendre. Descendez à pied. Et là, vous allez faire du renforcement musculaire. Donc ça, faut que les gens le sachent. Le travail, descendre des escaliers, c'est encore plus rentable. Et quand je vois des gens de 20 ans qui ont 2 étages à descendre et qui prennent un ascenseur, ça me sidère, quoi. C'est un type de contraction musculaire qui est très important pour entretenir la force des personnes, en fait, quand on descend les marches. Et donc, c'est vrai que on habite, on est à Paris, tout près d'une grande gare. Et c'est vrai que c'est fou, parce qu'on se déplace dans le métro et on arrive face à un escalator, il y a tous les gens qui s'arrêtent. On se retrouve même à avoir une queue vers 18h au niveau de la rangée de droite des escalators, donc des gens qui n'avancent pas et qui veulent simplement monter à la vitesse de l'escalator. Et par contre, sur la voie de gauche de l'escalator ou de manière inconsciente, c'est les gens qui montent les marches en plus de l'escalator, là c'est vide. Par contre, on a la queue à droite de l'escalator. Absolument. C'est dingue. Et ce qui est pire, c'est qu'on l'a pour descendre aussi. Parce que sur fin de compte, c'est pareil, on ne descend pas les marches de l'escalator. Ce qui me sidère, j'ai un grand problème avec les escalators, je le reconnais, cette attitude, je ne la comprends pas. Je marche vite à Montparnasse pour attraper ma correspondance. J'arrive, j'ai un jeune à côté de moi ou moins jeune qui marche à côté de moi. On marche d'un bon pas, on arrive à l'escalator. Lui s'arrête et moi je monte les marches. Je comprends pas. Il marche très vite quand il est pas sur les. Et là, parce que quand il est en panne l'escalator, il les monte les marches là à ce moment-là. Bien sûr. Donc c'est incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible. J'en suis presque à me dire, on fait le mois sans tabac, on va faire le mois sans escalator aussi. Tiens, ce serait quelque chose. Ça c'est pas mal. Mais ce qui est fou, c'est que tu as commencé à t'intéresser à l'activité physique il y a 40 ans. Nous, c'est facile. Donc là, on en parle avec Jérôme sur notre chaîne. Il y a plein de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de littérature, etc. Mais il y a 40 ans, t'étais un ovni. C'est-à-dire j'étais un ovni, on en entendait parler nulle part. D'ailleurs, tu racontes dans une de tes conférences que tu fais une présentation sur l'activité physique dans l'hypertension artérielle et il n'y a aucun de tes collègues médecins qui reste jusqu'à la fin de la conférence. Les deux polis, le chef de service et son agrégé, mais tous mes collègues avec qui je travaillais tous les jours, ils se sont barrés. Ils sont partis parce que ça les intéressait pas. C'est très difficile pour un médecin d'accepter que rien que marcher remplace des médicaments. Et je comprends le médecin. J'ai une petite anecdote comme ça d'un patient, c'est pas à moi, c'est un collègue diabétologue, un grand diabétologue parisien qui m'avait appelé il y a 2-3 ans. Il me dit, François, c'est là, faut que je te le raconte, c'est exceptionnel. Je viens de voir un président du CAC 40 très haut niveau, il a un tour de taille équivalent à sa fortune. Je lui explique qu'il faut qu'il marche parce que il a un peu de diabète, il a une tension qui monte, le cholestérol. Et le gars me dit, attendez docteur, attendez professeur. Vous avez fait 15 ans d'études pour me dire qu'il faut que je fasse de la marche à pied. Vous êtes le meilleur de la place de Paris pour me dire ça. Donc, ça sidère. Mais ça sidère les gens, même quand on leur dit. Mais ça montre l'incompréhension dans laquelle on vit, au niveau de la santé. Oui, ça montre le fait que les gens n'ont pas compris que, en fait, on ne peut rester en bonne santé toute sa vie que si on fait de l'activité physique. C'est pas la peine. Quand on me dit, oui, j'ai mon grand-père qui a vécu jusqu'à 85 ans, il marchait pas. Oui, mais s'il avait marché, il aurait peut-être vécu jusqu'à 90 ans. Ça, c'est toujours insupportable, ces exceptions qu'on entend. Voilà. Où, toutes ces notions-là, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est comme la roulette russe. C'est-à-dire que finalement, les facteurs de risque, c'est pas parce qu'on les a forcément qu'on va tomber malade, mais c'est une question de statistique. Et en fait, on fait que rajouter des balles dans le barillet, et puis après, on joue à la roulette russe. Donc, chacun décide si sur un barillet où il y a potentiellement 6 balles, s'il y en a aucune, s'il y en a une, s'il y en a 2, s'il y en a 3, ou s'il veut jouer avec 5 balles sur 6. Chacun décide là-dessus. Non, c'est exactement ça. Veut faire. Et puis, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que notre santé dépend de nous. Amusez-vous à taper sur Internet « Prendre soin de sa santé en 2024 ». Moi, je l'ai fait. Vous avez une croix qui sort avec des médicaments, des ambulances, des piqûres. Pour Internet, prendre soin de sa santé, c'est qu'il va aller voir le médecin qui va me donner un médicament. Pas du tout. Prendre soin de sa santé, c'est je m'en occupe moi-même. Ça s'appelle la prévention. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas. Les gens
c'est curieux et ça prouve bien que c'est un petit peu une erreur de notre part et de l'éducation. Tous les enfants se lavent les dents quand même quand ils sont adultes, quand on leur a appris. Donc, c'est normal de se laver les dents, ça devient une routine. Et ben c'est pareil, marcher devrait être une routine. Dès que j'ai l'occasion de marcher, pourrait devenir une routine. Le problème qu'il y a, c'est que la personne qui ne marche pas est addicte à la chaise. Elle s'assied, elle sait même pas pourquoi elle s'est assise. Comme le fumeur qui fume 20 cigarettes par jour et qui s'en rappelle de 3. Il y en a 17, il les a fumées, il se demande après quand il dit « Mais j'ai fumé 20 clopes, mais pourquoi, lesquelles ?» Je me rappelle de 3, c'est ce que me disent les fumeurs. Hein. Et donc, ben c'est pareil, c'est la personne qui va prendre le métro, le bus, elle voit que le bus ou le métro arrive dans 2 minutes, elle s'assied. Elle monte dans le métro pour 2 stations, elle s'assied. 4 minutes. Mais après, je l'interroge, elle aura oublié ce temps où elle s'est assise. C'est une addiction. Et comme on l'a dit tout à l'heure, plus je suis assis, plus j'ai envie d'être assis. Ça, on s'en rend bien compte avec les patients où on commence à les interroger, on leur demande s'ils bougent, etc. Et puis en fait, on se rend compte que très peu de gens ont, je sais pas, soit l'honnêteté, soit se rendent compte, etc., qui sont vraiment sédentaires. C'est quand même très rare. Moi, j'ai pratiquement aucun patient qui me dit non, je bouge pas, je fais rien. Par contre, si on leur demande d'ouvrir leur téléphone et de regarder le nombre de pas qu'ils font, enfin, c'est abyssal. Alors maintenant, en plus, avec le télétravail, on arrive sur des 2000 pas dans la journée. Alors ils vont nous dire « Ah oui, mais le week-end, je marche. » Bah oui, mais la moyenne, le problème, c'est qu'il y a 5 jours où vous marchez, où tu marches 2000 pas. Donc t'as beau en faire 10 000 peut-être le samedi et 8 000 le dimanche, ce qui est pas mal. La moyenne, elle est quand même ridicule sur la semaine. Bah, complètement. Et moi, c'est ce que j'avais dit à un salarié. J'ai parlé dans une société. Il y avait un salarié, un jeune qui devait avoir, il avait 35, à peine 35 ans. Il est resté debout pendant toute ma conférence. Donc je me suis dit, tiens. Et à la fin, il me dit, oui, monsieur Carré, au moment des questions, c'est bien beau ce que vous dites, mais vous n'avez pas mon emploi du temps, ce qui me fait toujours sourire quand on dit ça, parce que à entendre les gens, ils n'ont jamais le temps. Hein. Je rappelle quand même aux personnes que on recommande chez l'adulte 30 minutes d'activité physique par jour, c'est 2% de ma journée. En moyenne, aujourd'hui, l'adulte scrolle sur son téléphone 7% de la journée. Donc 3 fois plus que les temps qu'il prendrait pour sa santé. Donc ce jeune homme me dit ça, et me dit, mais moi par contre, monsieur Carré, je fais 2 heures de foot le samedi et 3 heures de vélo avec mes copains le dimanche. Est-ce que c'est bien? Je lui dis, je peux pas vous dire que c'est mal. Mais je lui dis, c'est comme si vous allez voir votre dentiste, vous lui dites, monsieur le dentiste, j'ai pas le temps de me laver les dents tous les jours, donc je me les lave 7 fois le dimanche. Ben voilà, c'est pareil. En fin de compte, on pense, comme tu l'as très bien dit, que je marche un peu, c'est bien. Non, non. Et ça, c'est important. On n'a pas abordé ce point-là. C'est que c'est pas bien de marcher. C'est très dangereux de ne pas marcher pour ma santé. C'est pas pareil comme message. C'est comme si je félicitais la personne qui fume pas. Ben non, moi je vais pas la féliciter. J'ai envoyé une de tes interventions à une patiente, parce qu'on en avait parlé, elle m'a dit qu'elle était intéressée, et elle a été choquée par ce que tu viens de dire. C'était quelqu'un, voilà, quelqu'un d'un niveau social, tout ce qu'il y a de plus normal, etc. Et d'apprendre que ne pas faire de l'activité physique régulière était mauvais, ça l'a choquée. Et je reconnais que moi, ça m'a choqué qu'elle soit choquée, parce que pour moi, ça me paraissait évident. Oui. Et en fait, ça l'était pas du tout. Non, je pense que ça n'est pas évident parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas. Alors c'est quelque chose, c'est un terme un petit peu bizarre, mais c'est un terme québécois, enfin anglais, et repris par les Québécois, qui s'appelle la littératie physique. La littératie physique, c'est apprendre pourquoi l'activité physique, c'est important. Donc, aujourd'hui, par exemple, à l'école, on a des cours sur l'alimentation, on commence à avoir des cours sur le genre. Très bien, j'ai rien contre le genre, mais il n'y a rien sur l'activité physique. Je ne comprends pas qu'en primaire, on n'apprenne pas aux enfants combien c'est important. Que c'est aussi important que se laver les dents. Je fais attention à mes dents pour pas qu'elles s'abîment. C'est ce qu'on dit à tous nos enfants. Si jamais tu te laves pas les dents, tu auras des trous de dents, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit pas aux enfants, si tu ne bouges pas régulièrement, bah, tu risques d'abord, tu auras des moins bons résultats à l'école, parce qu'il faut quand même aussi le rappeler. Et puis, tu risques d'être fatigué tout le temps, etc., etc. On pourrait l'apprendre. Et ça, on ne le fait pas. Et c'est pour ça que la personne est surprise, parce que on lui a jamais dit que c'était dangereux de ne pas bouger. Alors, avant, on ne le disait pas parce que tout le monde bougeait parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, en fin de compte, la société a complètement changé. Et je peux comprendre que ce soit difficile pour les gens. Et c'est là où il aurait fallu qu'on change, qu'on change nos messages. Mais ça, c'est difficile. Et même, j'ai beaucoup de médecins qui ont du mal à faire passer ce message-là. Beaucoup de médecins ont du mal à prendre le temps d'expliquer aux gens. D'ailleurs, aujourd'hui, quel médecin demande à son patient, est-ce que vous bougez?
Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Je vais voir le dermato, il va me demander si je fume. Tu penses que les professionnels de santé, on est également responsables du fait que les gens bougent pas assez, on ne les incite pas assez, on n'a pas assez de discours là-dessus, on les sensibilise pas assez? Oui, moi j'en suis sûr. C'est pas de la faute du professionnel de santé. Dans ses études, on lui a pas dit. Je prends l'exemple typique. Alors l'étude date un peu, donc les chiffres ont dû changer et c'est peut-être moins pire. Mais c'est une étude qui doit dater à peu près, de 2015, donc ça fait 10 ans. 10 ans, on interroge 100 patients qui vont voir leur médecin. En France, 100 patients vont voir un médecin, 84 sortent avec un médicament. Au Danemark, 100 patients vont voir un médecin, 49 sortent avec un médicament. Ça veut tout dire, mais sur les 100 patients qui sont allés voir le médecin, il y en a combien qui voulaient sortir avec un médicament aussi? En France, tous, puisque d'abord, ils ne le payent pas, déjà, ça a l'air de rien, mais c'est important, et parce que c'est normal. J'en reviens... Combien, moi, j'entends de fois, ce médecin, de toute façon, il prescrit rien, etc. Voilà, c'est un mauvais médecin. Alors c'est l'inverse en Chine, c'est les bons médecins ceux-là. Et c'est la même personne que le monsieur du CAC 40 dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne comprend pas comment quand je vais voir un médecin, il me donne des conseils d'hygiène de vie au lieu de me donner un médicament. Donnez-moi la pilule pour continuer à faire n'importe quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Aidez-moi à continuer à faire n'importe quoi. Bien sûr. Mais je trouve que là-dessus, ça illustre bien le fait que, en tant que professionnel de santé, j'ai l'impression qu'on passe... je ne sais pas quel pourcentage il faut donner, mais une grande partie de nos journées à simplement essayer de soigner nos patients de leur mode de vie déficitaire, enfin de leur mauvais mode de vie, de leur inactivité physique, de leur sédentarité en fait. Et on essaie juste, avec les petits moyens qu'on a à disposition, de lutter contre tout un mode de vie qui n'est pas adapté au fonctionnement de leur corps. Non, c'est exactement ça. C'est pour ça que la littératie physique ne concerne aujourd'hui pas que les enfants, ça concerne les adultes. Qu'ils aillent regarder, qui prennent des livres, qui lisent des personnes. C'est impressionnant. On a la même chose dans les problèmes des résultats scolaires. Quand j'entends des choses que l'éducation nationale nous dit, alors que tous les scientifiques, les spécialistes de neurosciences nous disent l'inverse, que par exemple, il faut plus apprendre le par cœur, etc., etc., tous les grands neuroscientifiques vous le disent. Ils disent, de toute façon, il y a des choses, si vous l'apprenez pas par cœur, vous le saurez pas. Je prends un exemple très simple en ce qui me concerne, moi, en médecine. Je vais pas apprendre le nom de tous les os, de tous les muscles, toi non plus dans ton domaine, si tu l'apprends pas par cœur. Tu vas pas l'inventer, de toute façon. Non, puis il n'y a pas forcément de multiplication, de choses si je logiques. l'apprends pas par cœur, j'y arriverai pas. Si à chaque fois, il faut que je réfléchisse pour voir. Et pourtant, c'est quand même ce qu'on fait. Donc, en fait, on a cette... et puis, on a surtout ce manque de curiosité quand même. Et puis, c'est vrai, hein, c'est plus simple de dire aux gens, mangez n'importe quoi, dormez comme vous voulez, restez dans votre chaise. Il n'y a qu'à voir les publicités. Il y avait une publicité qui m'avait particulièrement marqué d'un canapé où il faisait très chaud et donc on voit un jeune homme et une jeune femme et puis la télécommande, il se regarde la télé et la télécommande elle est sur la table. Mais il se penche, il n'arrive pas à attraper la télécommande. Alors on voit le gars, comme il fait très chaud, il transpire partout et puis hop, il se rappelle que son canapé peut s'allonger et qu'il peut l'amener à la télécommande. Voilà la vente du canapé. Et merveilleux. Voilà la vente. Aujourd'hui, vous voyez la vente sur les voitures. Aujourd'hui, c'est privilégier les transports en commun, utiliser le vélo ou le transport en commun. C'est bon pour la planète. Non, c'est bon pour ma santé, votre santé et la planète. On met pas la santé dedans. C'est vrai. On la met pas. Ça vient même pas à l'idée du publicitaire. C'est fou. Hein, le robot qui tourne la pelouse, qu'est-ce que fait le propriétaire de la pelouse? Il est dans le canapé en train de boire une bière ou sur son transat. Moi, je fais la même chose. Le robot, c'est formidable, formidable. Mais pendant que le robot travaille, l'endroit qui a été tondu, je joue au badminton avec ma fille. Ça vient même pas à l'idée du publicitaire. C'est-à-dire que ça ne rentre pas. En fin de compte, tout est fait aujourd'hui pour que les gens foutent rien. Excuse-moi l'expression, mais c'est ça. Moi, j'en fais. C'est ça notre objectif. C'est comme quand j'ai des gens qui partent en vacances, qui venaient me voir, des patients, et je leur dis, c'est bien, vous allez pouvoir reprendre... Ah bah non. Ah non. Je vais pas faire du sport en vacances. Quand même. Monsieur Carré, je vais me reposer. C'est fou. Ouais. Donc, en fin de compte, on est dans ce... Voilà. Alors, il y a un très bon livre, d'ailleurs, que je conseille à ceux qui nous écoutent, qui s'appelle le syndrome du paresseux, qui est un livre qui a été écrit par Boris Cheval, qui est un spécialiste de neurosciences. Qu'on va bientôt recevoir sur la chaîne. Et voilà. Et qui est quelqu'un qui a une capacité de vulgarisation des neurosciences. Il me rend intelligent quand il m'explique les neurosciences, donc je suis content. C'est quand même important. Et c'est ce qu'il dit. En fin de compte, c'est ça. Et aujourd'hui, notre société, tout nous pousse à ne rien faire.
Hein, on a l'aspirateur qui aspire. En fin de compte, ça devrait me donner du temps pour bouger, mais pas du tout. Ça me donne du temps pour regarder la télé. Et le problème, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en fait, il n'y a pas de court-circuit possible. Si on veut augmenter la capacité physique de notre corps, ce qu'il veut faire, ça passe par de l'effort. Il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a pas d'alternative. Notre grand problème aujourd'hui, c'est que dans la majorité de la population, la capacité physique a baissé. Je prends un exemple très simple. Il y a 3-4 ans, j'ai cours avec une centaine d'étudiants à la faculté de médecine. L'amphi qu'on m'avait donné au rez-de-chaussée est occupé par une collègue que je connais bien. Je lui dis, t'inquiète pas, on va aller au 4e étage. Il y a un autre amphi qui a la surface pour nous accueillir. Donc, il faut monter 4 étages à pied. On est monté tranquillement. On est arrivé, j'avais 3 étudiants avec moi. On est monté à 4 sans s'arrêter. Les 97 étudiants se sont arrêtés au moins une fois. Le grand problème, c'est que c'est nous qui sommes pas normaux pour eux. Puisque ils s'arrêtent tous. Donc, c'est normal de s'arrêter. C'est nous qui sommes pas normaux. Ouais, donc ça fait un nivellement, forcément. Et ça, pour les gamins, c'est terrible. Comme aucun ne bouge, c'est normal pour eux qu'ils soient essoufflés quand ils marchent vite dans la rue. Donc, ils marchent pas vite. Et personne ne s'en plaint parce qu'ils sont tous essoufflés. Et c'est ça qui est dramatique. Parce qu'en fin de compte, la norme, comme aujourd'hui, en France, on est pratiquement à 50%, 47% de gens en surpoids. Aux États-Unis, c'est 90% des Américains. Donc, c'est normal d'être en surpoids. Comment ? D'ailleurs, il y a des associations de patients qui portent plainte contre les médecins qui parlent trop du surpoids, en les accusant d'harcèlement. Alors ça, moi, j'aimerais pas être médecin, parce que comment tu fais avec un patient pour aborder la question du surpoids ? Parce que par rapport à ce que tu nous dis, enfin, on entend plein de choses, etc. On entend plein de gens qui crient au scandale parce que son médecin a abordé la question du surpoids, etc. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un médecin ici, que ça soit un gastro-entérologue pour parler du foie, que ça soit un néphrologue pour parler du rein, que ça soit un cardiologue pour parler du cœur, je dis, on fait toujours la même vidéo. En fait, les facteurs de risque des maladies, c'est toujours les mêmes. En fait, on fait toujours la même vidéo. Et les facteurs de risque, c'est toujours l'inactivité, c'est toujours le surpoids, c'est toujours le cholestérol, c'est toujours le diabète, c'est toujours le surpoids. Enfin, c'est toujours les mêmes. Dans ce qu'il faut faire pour aller mieux, c'est toujours pareil, c'est toujours perdre du poids, c'est toujours bouger plus, etc. On fait toujours la même vidéo. Donc, comment tu fais, toi, pour aborder ces questions-là avec des patients ? Parce que, en fait, tu peux pas le passer sous silence. T'as quelqu'un qui vient de voir, donc des cardiologues, il a des facteurs de risque cardiovasculaires, il a du diabète, etc. Il est en surpoids. Moi, j'estime que c'est une perte de chance que de pas lui parler de son poids, par exemple. Tout à fait. Moi, c'est très clair. J'aborde toujours le sujet. Alors, j'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Il y en a certains qui disent, à qui je dis, écoutez, ne le prenez pas mal, mais si je ne vous dis pas ce qu'il en est, c'est la non-assistance à personne en danger. Moi, je suis médecin. Vous venez me voir pour que je vous aide à avoir la meilleure santé possible. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas mes médicaments qui vont vous aider vraiment. La plupart des symptômes que vous avez, c'est que vous êtes trop sédentaire, trop inactif. Donc, il faut que vous bougiez plus. En particulier, la prise de poids comme combien de fois j'ai entendu. Alors, c'est pas toujours les hommes, d'ailleurs. C'est amusant dans les consultations. Pour toi, c'est pas pareil parce qu'il y a un contact plus personnalisé que moi. Mais moi, j'ai souvent des hommes qui viennent d'un certain âge, on va dire la cinquantaine, 55 ans. Et comme par hasard, la femme l'accompagne dans la salle de consultation. Quand il rentre, monsieur, je fais rentrer monsieur et je lui demande, vous acceptez que votre épouse rentre? Alors l'épouse déjà me fulmine, m'envoie un regard noir parce que, puis le monsieur il dit oui, parce qu'il sait bien qu'il va se faire disputer si en rentrant chez lui. Et là, 2 fois sur 3, c'est la dame qui répond aux questions à la place du monsieur. Donc c'est moi qui lui dis, écoutez madame, je parle avec votre mari, etc. Et donc, je vais mesurer le tour de taille parce que je pèse très rarement les patients, mais je me base beaucoup sur le tour de taille. Et je lui dis, écoutez, monsieur machin, vous avez pris encore 1,5 cm, etc. Et là, la femme s'écrie, mais docteur, il a 65 ans. Et je dis, oui. Et alors? Je dis, vous vous rendez compte? S'il prend tous les ans ou tous les 2 ans, selon la fréquence à laquelle je le vois, 1,5 cm de tour de taille, ça veut dire qu'il accumule au niveau de son ventre 1,5 cm de graisse. Or, cette graisse, c'est ça qui lui fait qu'il a trop de tension. C'est ça qui lui fait qu'il est diabétique. C'est pour ça que quand il marche, il a mal aux genoux parce qu'il est trop lourd. C'est pour ça que je lui dis, c'est pas pour l'embêter. Donc, c'est pas possible. Donc, à 65 ans, on peut plus avoir d'ambition sur sa santé, en fait. Si, on peut en avoir. Non, mais c'est ce que pense sa femme, en fait. Oui, non, mais c'est ça, exactement. C'est normal.
Non, c'est pas normal. Après, j'en sais quelque chose, c'est plus dur de perdre du poids quand on dépasse un certain âge, mais on peut tous le faire. Il faut tous simplement faire attention à notre santé, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cette graisse justement viscérale et pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise et pourquoi tu la contrôles chez tes patients? Oui, c'est très important parce qu'en fait, au niveau du ventre, on a deux types de graisse. On a au niveau de toutes les parties du corps, on a ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée, donc la graisse sous la peau qui n'est pas rentrée à l'intérieur du corps et qui c'est le bourrelet. C'est le bourrelet, voilà. Et puis il y a la graisse intra-abdominale, donc qui est rentrée dans le corps et là, elle n'a rien à y faire. On appelle ça, nous, en médecine, de la graisse ectopique. Ectopique, ça veut dire qu'il n'est pas là où il devrait être, en gros. En d'autres termes, et là, je m'adresse plutôt aux dames parce que c'est elles qui y font attention, toutes les graisses ne se posent pas de problème pour la santé. Par exemple, la graisse au niveau des hanches, aucun problème. La graisse, la pire, c'est la graisse qu'on accumule à l'intérieur de notre ventre. Avant, d'ailleurs, on parlait, tu as dû connaître ça, même si tu es beaucoup plus jeune que moi, de l'obésité androïde, l'obésité des hommes, hein, qui ressemblait à une pomme, et puis l'obésité des femmes, c'était la poire. Aujourd'hui, c'est fini, hein, c'est l'égalité. C'est l'obésité des hommes, c'est la pomme pour les hommes, pomme pour les femmes, c'est pareil. Les femmes ont le même problème au niveau de l'accumulation de cette graisse. Or, cette graisse, il faut savoir qu'elle va libérer des molécules qui vont diffuser dans tout l'organisme et surtout qui vont augmenter le niveau de l'inflammation, le niveau du stress oxydant. Tout le monde connaît les antioxydants qu'il faut manger. Il y en a qui prennent des comprimés. Vaut mieux manger des fruits ou des légumes. Hein, c'est bien meilleur que de prendre des comprimés. Et puis, surtout, ça baisse les défenses immunitaires. Les défenses immunitaires, c'est nos systèmes de défense contre les cancers. Or, on sait que les gens en surpoids ou obèses font plus de cancers que les gens qui sont pas en surpoids. Tout simplement parce qu'ils ont une défense qui est diminuée. C'est assez passionnant. En deux mots, quand on a choisi, parce qu'on choisit de mal manger et de pas bouger, eh bien, on a des cellules de défense qui changent leur capacité. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont capables, normalement, de manger les cellules anormales. Eh bien, quand vous mangez mal et que vous bougez plus, ces cellules, à cause de l'inflammation, ne sont plus capables de manger les autres. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que vous vous remettez à marcher et à bien manger, elles vont redevenir capables. Donc, rien n'est jamais perdu. Parce que c'est ça, si tout était perdu, je serais pas là en train de parler avec toi. On aurait jeté l'éponge. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui débouche, c'est sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas le diabète, c'est pas l'hypertension, c'est 36 maladies. On sait que les gens qui ont ces pathologies font plus d'accidents vasculaires cérébraux, les gens qui bougent moins font plus de maladies de Parkinson, etc., maladies d'Alzheimer, tout. 36 maladies différentes. Et aujourd'hui, ces maladies dont on parle, c'est la cause principale de la mortalité. En France, on meurt dans 70% des cas de ces maladies-là. Alors, attention, elles peuvent se développer indépendamment. Je peux très bien manger et faire attention et avoir ces maladies. Mais ça augmente le risque de l'avoir de 30% quand même. Donc, ce qui est énorme. Et la plupart des sous que la sécurité sociale paye, c'est pour ces maladies. Si demain, tout le monde bouge, fait attention à ce qu'il mange et dort bien, alors on va dire qu'il fume pas, eh bien, j'ai aucun déficit de la sécurité sociale, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a plus de problème avec la sécurité sociale. C'est pour ça que tu fais toutes tes conférences? Non, je le fais parce que... Je me suis demandé si tu voulais essayer de participer à sauver notre système de soins. Non, c'est pas vraiment ma première intention. C'est quelque chose qui est... Non, moi, si tu veux, c'est un peu bête, mais pour moi, médecin, c'est tout faire pour que mes malades aillent mieux. Or, moi, je le vois. Hein, je prends un exemple très simple. Je suis cardiologue, je vois des insuffisants cardiaques qui attendent éventuellement leur transplantation cardiaque. C'est quoi en deux mots, une insuffisance cardiaque? Alors, une insuffisance cardiaque, c'est quand mon cœur est insuffisant, donc il se contracte pas assez fort pour envoyer assez de sang dans tout le corps. En gros, c'est ça. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est très essoufflé. Et ces patients-là, comme ils sont essoufflés, ils marchent pas. Comme ils marchent pas, ils sont plus essoufflés, etc. Et donc, nous, le critère de faire la transplantation cardiaque quand ils vont très mal, c'est la même chose que le nombre de marches que je monte. Moins ils montent de marches, plus je risque de les proposer pour avoir la transplantation. Sauf si je montre qu'ils ne montent pas les marches parce qu'ils bougent pas assez. Et ça, on peut le faire on les teste à l'effort. Et moi, je dis à mes collègues, lui, c'est ses muscles squelettiques qui vont pas. C'est les muscles qu'il a autour dans le corps. C'est pas son cœur. Donc, on le réentraîne et on le fait sortir de la liste de transplantation. Parce qu'être transplanté, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est très lourd comme intervention. Puis après, on prend des médicaments
qui sont quand même très hard aussi. Et donc, puis d'abord, on n'a pas beaucoup de greffons, donc c'est assez compliqué. Et donc, en fait, on se retrouve avec ces pathologies qui vont être responsables de la majorité. Alors, pourquoi je fais ça? Moi, c'est simplement parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, je dois tout faire pour que mes malades aillent mieux ou moins mal. Et, par exemple, ces insuffisants cardiaques, j'en ai pas un qui m'a jamais demandé: Monsieur Carré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je vive 2 mois de plus? Pas un, ça m'est jamais arrivé. Par contre, je n'ai eu que des malades qui m'ont dit: qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit au moins pourrie par ma maladie et par mes médicaments? Et je leur ai toujours répondu: bougez, bougez. Et pour aller un tout petit peu plus loin pour ceux qui nous écoutent, prenez l'exemple d'Aurélie Aubert. Je vous rappelle, c'est la championne paralympique de boccia. Aurélie, qu'est-ce qu'elle fait physiquement? Presque rien. Et ça lui change sa vie. C'est-à-dire que moi, j'ai des malades, les faire bouger 4 doigts, je leur change leur vie. Tout simplement parce qu'ils bougent. Et Aurélie Boccia, elle est interviewée dans l'Équipe magazine quand même. L'Équipe, c'est une grande source bibliographique pour moi parce que je suis passionné de sport. Et qu'est-ce qu'elle dit? Si je n'avais pas la boccia, je regarderais la télévision toute la journée. Voilà, elle a tout dit. Grâce à ce petit mouvement où avec sa main, elle jette une boule molle qui va tomber, qui pour rouler le plus proche du cochonnet, c'est un petit peu ça la boccia, sa vie est changée. Tout simplement parce qu'elle bouge. C'est pas un médicament, c'est rien. Et bien quand on se met ça dans la tête, moi quand je vois Aurélie Aubert, je me dis, faut que je me bouge quand même. Vu tout ce que ça lui apporte. Au niveau cérébral, c'est incroyable quand on y pense. Hein, ça lui donne le plaisir de vivre. C'est une source de motivation énorme. Et donc moi, tous mes malades, je leur dis, bougez, bougez. Votre qualité de vie ira mieux. La question est très importante parce qu'en fin de compte, la santé, c'est pas avoir simplement un handicap ou une maladie, c'est un bien-être physique, mental et social. Et c'est ces 3 choses-là qui sont sur ma qualité de vie. Cette définition, elle est hyper intéressante parce qu'on peut beaucoup parler autour de cette définition. Donc déjà, comme tu l'as dit, physique, social et c'est quoi le troisième? Mental. Et mental. Donc déjà, si on n'a pas un environnement social, si on voit pas des amis, si au niveau socio-économique ça fonctionne pas bien, on peut pas être en bonne santé. Donc ça, c'est vrai que souvent les gens oublient. Et nous soignants, on l'oublie. Ouais. Des fois, on comprend pas pourquoi la personne n'est pas en bonne santé, mais on s'est même pas intéressé à son environnement social. Donc c'est ça. Et moi, c'est mon but. En fin de compte, ça a toujours été de faire en sorte que mon malade aille moins mal. C'est même pas aller mieux. C'est aille moins mal, parce qu'il y a des malades qui vont très mal, et on peut aller moins mal. C'est fou de voir que dans les troubles neuropsychiatriques, à l'hôpital Sainte-Anne, on fait faire de l'activité physique, c'est les psychiatres qui le disent, à tous les malades, et ils diminuent les traitements de tous leurs malades. Ouais, à tous les niveaux, l'activité physique est gagnante, de toute façon. Tous les niveaux. Et on y croit pas, on fait la même vidéo tout le temps, mais c'est ça, en fait. Et c'est vrai. Quel que soit le spécialiste qu'on a en face. C'est pour ça que donc, ce qui montre bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, en fin de compte, ne pas bouger, ça ne peut pas être bon pour la santé. Ce sera mauvais pour ma santé mentale, physique ou sociale. Parce que si je peux pas marcher, je peux plus aller voir les gens, mes copains. Si je vais plus voir mes copains, je suis tout seul chez moi, je me retrouve dans la solitude, je déprime, etc. En fin de compte, c'est un cercle vicieux que je peux casser en disant simplement, à partir de demain, jusqu'à présent, je faisais 5 minutes de marche par jour, je vais en faire 10. Et puis quand j'en aurai fait 10, j'en ferai 15. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on s'en aperçoit très vite que ça va mieux. Il suffit de 2-3 semaines et déjà on se dit, je suis quand même mieux, même dans ma tête. Et tu vois, dans cette définition de la santé, il y a aussi cette notion très importante que je t'expliquais tout à l'heure, que m'avait fait remonter une patiente, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé si on ne fait pas d'activité physique. Non, mais ça, c'est très important. Alors que tous les gens qui sont pas malades, même s'ils sont sédentaires, même s'ils sont inactifs, ils te diront, oui, moi je suis en bonne santé. Et en fait, non. Exactement. C'est notre grand problème, parce qu'il y a des tas de maladies chroniques comme le diabète. On n'a aucun symptôme. L'hypertension artérielle, on n'a qu'un symptôme. Je parle du diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète des gens qui sont plutôt en surpoids, généralement. Ils sont quand même les grands meurtriers de notre société. Voilà, c'est sûrement le plus grand tueur. Et non pas le diabète de type 1, qui est une maladie génétique pour une grande partie. Donc là, c'est différent. On n'a pas eu les bons gènes, donc ça, c'est pas tout à fait pareil. Eh bien, en fin de compte, ces maladies-là, c'est effectivement... J'ai aucun symptôme, et la personne ne me croit pas. Attendez, docteur, vous êtes en train de me dire que je vais prendre un médicament tous les jours, alors je me plains de rien? Alors je leur dis, oui, ou vous bougez. C'est l'un ou l'autre.
Hein, et peut-être que ce sera l'un et l'autre si malheureusement le fait de bouger ne suffit pas. Mais c'est vrai que c'est particulièrement vicieux. Si tu te dis que tu es je sais pas quelle entité et tu réfléchis à faire la maladie la plus vicieuse du monde, bah c'est véritablement ce que tu choisis, c'est-à-dire quelque chose qui va être totalement transparent pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et quand les problèmes vont apparaître, ils seront énormes et le retentissement énorme sur la santé de la personne. Exactement, et c'est pour ça que quand on parlait en introduction d'histoire de la chaise qui tue, je dis que c'est une tueuse silencieuse, parce qu'elle ne nous prévient pas qu'elle est en train de nous détruire et que on va petit à petit être malade à cause d'elle et peut-être en mourir et on n'aura jamais rien vu venir. Notre grand problème aujourd'hui, c'est que c'est chez les jeunes, en particulier les enfants, c'est pareil. Les parents croient qu'ils sont en bonne santé et nous, on sait que leurs enfants sont pas en bonne santé. On le sait parce qu'on a d'autres paramètres qui nous le montrent. En particulier la capacité physique qui n'arrête pas de baisser chez les enfants, qui représente leur capital santé. Donc en fin de compte, il y a une chose très amusante, peut-être que ça arrivera à chacun d'entre nous, c'est que moi je me bats pour que les médecins, et pourquoi pas tous les paramédicaux, aient dans leur tiroir, en même temps que le stéthoscope, le tensiomètre, un dynamomètre, pour mesurer la force musculaire, la force de préhension simplement, avec quelle force je suis capable de serrer quelque chose. Parce que moi je le fais. Et moi, j'ai des gens de 45 ans, des hommes de 45 ans, qui appuient comme des fous sur le truc. Ils sont tout fiers, ils voient un chiffre, je dis n'importe quoi, 40. Et ils me disent, c'est bien, docteur? Alors moi, je suis clair, je prends les abacs, et je regarde avec eux, je dis, vous avez... Donc les abacs, ça va être des références en fonction de l'âge et de la taille. Absolument, c'est des tableaux avec des chiffres, et à 40 ans, je dois faire 60. Donc lui, il fait 40, alors je vais chercher l'abac 40, et je vois l'âge, 60 ans. Ben, je lui dis, vous avez la force d'un homme de 60 ans. Ben, pour lui, tout change là. Parce que là, il se dit, et je lui dis, bah ça, voyez, c'est en grande partie dû au fait que vous bougez pas assez, que vous mangez n'importe quoi, etc. Parce qu'en fait, voilà, on a estimé que la force de préhension d'une personne, la force avec laquelle une personne allait pouvoir serrer ses doigts, allait être représentatif de sa forme physique, en tout cas au niveau de la partie supérieure du corps et peut-être tout le corps. Et donc toi, tu te sers de ça un petit peu pour évaluer la condition physique de la personne que tu as en face de toi. Et là, il est convaincu. Il se dit pas, bon, qu'est-ce qu'il me raconte là avec sa blouse blanche, il est en train de me dire que je suis malade alors que moi je me plains pas. Surtout que quand il va sortir de mon cabinet, et je reviens à l'environnement social, il va retrouver tous ses copains qui vivent comme lui, il va leur dire, le professeur Carré m'a foutu les jetons, hein, etc., etc. Et les copains vont lui dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il y connaît, le professeur Carré? Allez, regarde, nous on est tous en pleine forme, allez, on continue comme ça. Et c'est toujours ce débat qu'on a. Et moi, les patients pour lesquels j'ai le moins efficace, mais c'était ça, c'est que j'avais pas perçu l'environnement social qu'il y avait à côté. Ah bah c'est sûr que si tu te bats contre l'environnement social de ton patient, tu peux sortir toutes les rames que tu veux et ça évoluera jamais. Vu. Parce que s'il dit à ses copains, écoutez, tiens, vous devriez aller voir, vous amuser à serrer. Et quand vous allez voir que vous serrez, et que vous produisez la force d'un homme de 60 ans alors que vous en avez 40, eh ben vous faites moins les fiers. Ce qui fait que je pense que tu as plein de patients que tu arrives à faire changer, malheureusement, c'est ceux qui sont passés très proches de la mort ou d'un événement catastrophique, non? Parce qu'ils ont eu tellement peur, en réalité, que ça fait un électrochoc. Oui. Alors, il y en a qui comprennent un peu mieux, un peu plus vite. Et puis, il y en a qui me font confiance. C'est vrai que souvent, dans mes consultations, ça se termine... Bon, c'est très simple, c'est comme le tabac. Hein. Si la personne vient et je lui dis « ce serait bien que vous bougiez », il me dit « ça n'est pas question, moi je veux rien changer, tout va bien dans ma vie ». Bon, je vais pas passer 40 minutes à essayer de le convaincre, c'est pas la peine. Donc je lui dis, écoutez, c'est dommage, on en reparlera une autre fois, vous passez peut-être à côté de quelque chose, mais on en reparlera. Voilà. Et puis par contre, il y a la personne qui dit, oui, mais quand même, vous savez, Monsieur Carré, vous me demandez je marche 5 minutes par jour, vous me demandez d'en marcher 10, mais c'est quand même difficile pour moi, vous savez, j'ai mal. Mais je dis, oui, je sais que vous avez mal. Je vais vous donner quelque chose pour que vous ayez moins mal aux genoux, mais c'est intéressant que vous marchiez. Si vous marchez pas, ça sert à rien que je vous donne quelque chose, puisque vous aurez pas mal, vous ne bougerez pas. Donc, il le comprend. Eh bien, et je termine toujours mes trucs. Écoutez, vous venez de me voir, c'est que vous avez confiance quand même en moi. Sinon, vous ne viendriez pas me voir. Moi, je vous dis, essayez. Essayez pendant 10 jours de marcher 10 minutes au lieu de 5 minutes. Essayez et vous verrez. Et il voit qu'en multipliant par 2, 5 minutes à 10 minutes, eh bien, ça change leur vie. De toute façon, moi, j'incite vraiment tous les gens qui nous écoutent à faire ça parce qu'on le voit très clairement avec nos patients. C'est à partir du moment où on passe d'une situation où on leur donne des informations qu'ils reçoivent plus ou moins bien à un moment où ils expérimentent. Et en fait, le moment où ils expérimentent par eux-mêmes, qu'ils se rendent compte qu'avec leurs actions, ils vont bouger plus,
ils auront moins de douleur, ils retrouveront plus la forme, ils seront moins fatigués, etc. À partir du moment où cet engrenage-là, il se met à tourner, on sait que ça va entraîner plein de choses et que c'est gagné. À partir du moment où l'expérimentation est faite, c'est gagné. Et voilà. Par contre, ce qu'il faut, c'est réussir à passer de ce moment où il y a le discours, où le professionnel essaie de faire passer des informations plus ou moins bien, peut-être en étant un peu rébarbatif, etc., au moment où il y a l'expérimentation. Et là, c'est gagné. Oui, et alors ce qui est important, effectivement, dans ce que tu dis, c'est que il faut qu'on arrive à convaincre la personne. J'en reviens à le monsieur qui vient en consultation et avec son épouse. Donc, j'arrive à convaincre l'épouse, mais pas le monsieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tellement se faire houspiller par son épouse que pour lui faire plaisir, il va commencer à marcher. Mais ça ne marchera pas longtemps. Non. Au bout de 3 semaines, il arrêtera. Comme je leur dis, vous ne me le faites pas pour me faire plaisir, c'est pour vous que vous le faites. Donc, c'est ce qu'on appelle... Pour toi, ça ne change rien. Voilà, la motivation intrinsèque, c'est moi. Je le fais pour moi. Faire quelque chose pour les autres, ça ne dure pas très longtemps, généralement. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du fait que on est responsable de sa santé, qu'on est le premier acteur pour prendre soin de soi. Pourtant, tu sais, ce qu'on entend beaucoup des fois, des gens qui disent ah mais ça m'étonne pas parce que de toute façon mon papa il est mort d'un infarctus ou mon grand-père il a fait un AVC, etc. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette fuite quand même de la responsabilité. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Moi, je me souviens de tous les malades que j'ai vus qui ont fait un infarctus. J'en ai peut-être 3 qui m'ont dit bah, écoutez, docteur, je l'ai bien cherché, j'ai fumé 3 paquets par jour, je mange n'importe quoi et je bouge pas. La plupart, c'est ah bah écoutez, je suis désolé, mais votre tension est trop élevée. Ah bah oui, bah ça je m'en doutais. Ma mère était hypertendue. Alors après, bah là, vous êtes dans le diabète, ça y est. Ah bah vous m'étonnez pas. Mon père, il était diabétique. En fin de compte, c'est toujours l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Il y en a même qui vont chercher la grande-tante ou l'arrière-grand-père. Ce qui est pas vrai d'ailleurs, ça joue pas comme ça. Et en fin de compte, alors là, il faut prendre le temps d'expliquer un tout petit peu quelque chose, ce qui est passionnant, qui est peut-être la révolution médicale qui est en train d'arriver, qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, en 2 mots, c'est très simple, c'est qu'on a des gènes, et pendant très longtemps, on a pensé, alors on a des gènes qui viennent de notre papa, des gènes qui viennent de notre maman, et on avait pensé que ces gènes, quand on les a, ils vont s'exprimer. Un gène, quand il s'exprime, il va entraîner des effets particuliers. Pas du tout. Le gène s'exprime si l'environnement ou mon mode de vie lui permet de s'exprimer, ou le stimule pour s'exprimer. Je prends l'exemple très simple de l'épigénétique, c'est la reine des abeilles. La reine des abeilles, c'est une abeille qui vit dans une ruche. Cette abeille-là, elle a le même gène que toutes les autres abeilles. Et pourtant, il y en a une qui devient reine. Pourquoi? Parce qu'elle ne mange, il y a qu'elle qui mange de la gelée royale. Je mange de la gelée royale, mes gènes s'expriment différemment que celles de mes sœurs qui ont les mêmes. C'est ça l'épigénétique. Eh bien, c'est pareil. Si vous ne bougez pas, vous ne stimulez pas les gènes que votre ancêtre Homo sapiens vous a donné. Et je vous rappelle que Homo sapiens, c'était quand même le meilleur animal qui courait le plus longtemps. Ah, mais alors, ça, c'est quand même une notion hyper intéressante que tu viens d'introduire. C'est qu'en fait, l'homme est fait pour bouger. Et donc, cette notion d'épigénétique, ça veut dire que on va avoir certains gènes au niveau de notre corps qui vont s'allumer, qui vont s'activer seulement si c'est dans un environnement qui est propice. Et cet environnement propice, c'est le fait de bouger, c'est le fait d'être en mouvement. Absolument. Et c'est bien le grand problème. L'épigénétique, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Par exemple, Homo sapiens, il a privilégié 2 parties de ses gènes qui nous a transmis. Il faut qu'on se rappelle qu'on a les mêmes gènes qu'Homo sapiens. On n'a rien changé. Et en fin de compte, qu'est-ce qui nous a transmis? Les gènes pour stocker les graisses. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas tous les jours. Donc, comme il ne mangeait pas tous les jours, avec l'évolution, il a eu des gènes qui, dès qu'il mangeait, stockaient de la graisse. Et ça a été vital pour lui. Hein. C'était vital. Et nous, ça lui a permis de survivre. C'est ça l'épidémie de l'obésité et du surpoids. C'est qu'on mange trop, on mange mal, et on stocke les graisses, comme Homo sapiens. Merci Homo sapiens. Sauf que de l'autre côté, il avait les gènes qui lui permettaient de compenser ces méfaits de stocker de la graisse quand il courait tous les jours pour attraper un animal, parce que c'est comme ça qu'il chassait. Il chassait à court, mais pas à cheval. Et ça, on a la preuve, puisqu'aujourd'hui, il y a une très jolie étude italienne, scientifique, où on a mis des gens sur des vélos. Et on a bloqué une pédale. Ils pouvaient pédaler que de la jambe gauche. On les fait pédaler de la jambe gauche pendant 20 minutes. Et après, on prélève un petit bout de muscle dans la jambe droite et la jambe gauche. Et on regarde sous le microscope combien il y a de protéines. S'il y a une protéine, c'est qu'il y a un gène qui a été stimulé. Dans la jambe qui n'a pas pédalé, il y a presque rien. 10 protéines. Dans la jambe qui a pédalé, il y en a 200. C'est-à-dire, j'ai stimulé 200 gènes. Ce qui prouve que si vous voulez que votre corps fonctionne de la bonne manière,
et expriment des protéines, il n'y a pas d'autre choix que de bouger en réalité. Parce que ces protéines... Et on en revient à ce qu'on disait, il n'y a pas de raccourci possible. Et ces protéines baissent l'inflammation, baissent le stress oxydant et stimulent les défenses immunitaires, tout l'inverse des protéines libérées par les cellules graisseuses qu'on a en trop dans notre ventre. Donc la boucle est bouclée. Donc en fin de compte, comme tu le dis, nous sommes génétiquement programmés pour bouger, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre solution. Et en plus, on est bon. C'est-à-dire que si on regarde tous les autres animaux, enfin, on dirait pas comme ça, on est deux mecs assis sur une chaise à parler depuis 1 heure, ou même quand on se balade dans la rue, mais en fait, on a un patrimoine génétique qui est exceptionnel au niveau endurance par rapport à tous les autres animaux. Exceptionnel. Alors peut-être qu'il y a un peu un match avec un cheval ou etc. Mais en fait, on fait partie des mammifères les plus endurants au monde. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Et comme tu l'as dit, donc on chassait à épuisement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'Homo sapiens a découvert le feu, a eu des outils, des lances, etc. Mais avant, il fallait bien qu'il mange, il fallait bien aussi qu'il mange de la viande et des protéines animales. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on coursait une biche, un cerf, etc. C'était dans la savane, donc c'est des onyx, des choses comme ça, jusqu'à épuisement. Et après, on pouvait les tuer avec une pierre, etc. Parce qu'en fait, absolument, ils n'avaient pas de fusil à lunettes à l'époque. Ils étaient plus capables. Non, tout à fait. Et maintenant, enfin, qui serait capable d'attraper une biche à l'épuisement? Les meilleurs coureurs à pied du monde. Ouais, c'est tout. 0,00001 de la population, quoi. Oui, et même, et là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui on est dans une société où le matin vous allez chercher le pain le dimanche pour faire plaisir à la famille ou les croissants ou ce que vous voulez, et vous avez fait 2 km à pied ou 10 km en vélo, aller et retour, on vous dit mais t'as marché 4 km sans t'arrêter. Ça je l'ai vécu, non, pas mes enfants, c'est pas eux qui me l'ont dit, mais c'est un papa qui, dans l'école d'un de mes petits-enfants, qui avait mis sa montre connectée à son fils parce il faisait une sortie nature tous les jeudis. Et un jour, il est arrivé fou furieux devant la maîtresse en lui disant « Vous vous rendez compte, jeudi, vous avez fait faire 4 km à pied à mon fils ? Mais c'est inhumain. » Il a 7 ans, le gamin. C'est inhumain de faire marcher 4 km dans une journée à un enfant. Voilà l'esprit du parent. Il lui veut du mal à son fils. Donc c'est ça veut dire qu'on est exactement... Donc ça veut dire qu'il n'a pas conscience qu'en fin de compte, non. Et en plus, il s'est éclaté, son fils, pendant la journée. Ouais, en plus. On a parlé, mais on n'a même pas défini la sédentarité et l'inactivité physique. Est-ce que c'est pas clair pour tout le monde? Est-ce que tu peux bien me différencier ces deux termes et surtout m'expliquer qu'on peut être actif, on peut faire de l'activité physique tout en étant sédentaire? Oui, alors, effectivement, pendant longtemps, on a... jusque dans les années, on va dire 2005-2010 à peu près, on s'était limité à l'inactivité physique. On bouge pas assez. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième facteur, c'était le temps passé assis. Sédentarité, ça vient du verbe sédere en latin, ça veut dire être assis. Et donc en fin de compte, la sédentarité, c'est quand vous faites en position assise ou allongée une activité physique de très très faible intensité qui ne met pas en route tous les systèmes dont on vient de parler précédemment. Et donc aujourd'hui, je peux être un sportif sédentaire. Parce que pour compenser 8 heures de temps passé assis, il faut faire à peu près 1 heure à 1 heure et demie d'activité physique chaque jour. Alors pourquoi le chaque jour? Pourquoi est-ce qu'il faut marcher, bouger chaque jour? Parce que les petites protéines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sécrétées quand je pédalais, là, dans la seule jambe, leur durée de vie, c'est 36 heures. Donc, après, j'en ai plus. Donc, je n'y peux rien, c'est comme ça. Dès que mon muscle s'arrête, dès qu'il bouge, il libère des protéines, des protéines bonnes pour ma santé. Dès que je m'arrête, pendant 36 heures, c'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut marcher tous les jours et en tout cas jamais avoir plus de 2 jours sans bouger. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est la sédentarité. Tout est fait pour qu'on ne bouge pas. Le drive, une inventation complètement débile. Le seul qui bosse, c'est celui qui vous amène. C'est pour peu que vous ayez une voiture moderne, vous appuyez sur le bouton, le coffre s'ouvre tout seul. Le seul qui bosse, c'est le livreur qui vous met. Pour lui, c'est bon pour sa santé, mais moi, c'est pas bon. Mais c'est vrai, toutes les innovations vont dans le sens de réduire l'effort. Oui, absolument. Tu devrais y penser d'ailleurs pour réfléchir à créer des nouvelles innovations. Oui, non, mais je pense qu'il faudrait y réfléchir, effectivement. Et puis donc l'inactivité physique, on considère que quelqu'un n'est pas suffisamment actif quand il ne respecte pas les recommandations, qui, je le rappelle très rapidement, c'est 30 minutes d'activité physique chaque jour. Ça peut être fractionné 6 fois 5 minutes, 3 fois 10 minutes. Et puis, je peux aussi, chez l'enfant, c'est 1 heure d'activité physique par jour. C'est toujours au moins 1 heure d'activité physique. L'adulte, c'est modéré.
c'est-à-dire je suis un petit peu essoufflé, simplement, comme quand je suis en retard pour aller à un rendez-vous. Et puis l'enfant, c'est modéré et intense, c'est-à-dire que je suis très essoufflé. Mais l'enfant, quand il bouge, il bouge. Quand il s'essouffle, et quand il en a marre, il s'arrête, il récupère marrant, les enfants, et il repart. Ils bougent à fond. Après, ils sont KO, ils s'arrêtent, ils récupèrent, ils rebougent à fond, Exactement. ils s'arrêtent. Donc, ils ont tout compris, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, ça, c'est le sujet actif et le sujet inactif. Et quand je ne respecte pas ça, je suis classé comme inactif. Et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que même si on fait 1 heure de sport, moi je vois ça, parce que moi je travaille mon cabinet de kiné au milieu de bureaux. Donc j'ai beaucoup ça, avec des gens qui travaillent toute la journée, ils sont 8 heures assis devant leur écran. Par contre, le soir, ils vont, certains, faire 1 heure de sport, par exemple, tous les jours. Ben, malheureusement, ils ont quand même les effets négatifs de la sédentarité. Oui, ils les ont. Et puis, vous avez l'effet négatif de la journée, mais après, vous tombez dans l'addiction avec cette sédentarité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en France, en moyenne, les jours de travail, les Français passent 12 heures assis. C'est la moyenne. Eh bien, quand ils sont en week-end, ils en passent 9 à 10. Alors que là, ils pourraient en profiter pour bouger le week-end. Il n'y a rien qui les contraint. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand ils me disent c'est à cause du boulot. Non. Le boulot, effectivement, vous conduit à la sédentarité, mais ça devient une addiction, et l'addiction à la chaise dont j'ai parlé tout à l'heure, et le week-end, je reste sur ma chaise. Bien sûr. Alors que je pourrais m'en passer. Donc, c'est le double effet mauvais, surtout qu'il y a un autre effet aussi qui est très mauvais de la sédentarité. Comme je dis, c'est le double effet qui se coule. C'est simple, c'est plus je reste assis, plus j'ai de temps en temps une poussée d'avoir faim. Pourquoi ? Parce que je libère une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et quand je vais dans ma cuisine chercher à manger, c'est pas de la salade que je ramène généralement. Non. C'est des choses un peu salées, sucrées ou du chocolat. Et qui par ailleurs est antidépresseur, le chocolat noir. Et donc, en fin de compte, j'ai le double effet. J'accumule de la graisse parce que je bouge pas et en plus je mange. Et combien j'ai de patients qui me disent « Mais vous savez, docteur, vous me dites que je prends du poids mais je mange pas beaucoup ?» Je leur réponds « Non, vous mangez pas beaucoup, vous mangez souvent. Et vous vous rappelez même pas que vous avez mangé. » Vous dépensez très peu aussi. Bien sûr, puisque vous passez votre temps assis. Bien sûr. Il y a quelque chose qu'on a vu aussi apparaître, c'est l'émergence du télétravail. Ça a eu pas mal de conséquences. On aurait pu penser que ça allait être une avancée pour la santé, parce que ça libérait du temps et ça pouvait peut-être permettre de faire autre chose, etc. Sauf qu'en pratique, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait comme ça. Toi, tu penses que les gens ne savent pas forcément bien télétravailler pour leur santé ? À télétravailler. On leur a pas appris. D'ailleurs, l'une des premières choses qui avait été le plus marquante, c'était que c'était l'inverse, c'est-à-dire ils étaient persuadés que leur employeur les surveillait quand il bossait, comme s'il y avait une caméra que lui pouvait voir est-ce qu'il bosse ou pas, et donc il faisait pas 7 heures par jour, puisque c'est le temps moyen, 5 jours par semaine, 7 fois 7, 35, ils en faisaient 10. Ou bien ils travaillaient, par exemple, ils avaient des journées désorganisées. Ils travaillaient en pyjama ou en chemise de nuit, pendant le petit déjeuner et tout. Donc on leur a pas appris. Le télétravail, j'ai mon emploi du temps de ma journée, dedans j'ai mes pauses, j'ai les contacts que je dois garder avec ma famille, etc. Je travaille de telle heure à telle heure, j'ai mes 7 heures, c'est tout. Et d'abord, il y a eu toute cette chose qui a été mal appréciée. Et donc, effectivement, c'était une catastrophique. D'ailleurs, il commence à en revenir du télétravail. Faut quand même s'en rendre compte. Et tu recommandes 2 choses qui sont à peu près les mêmes. Donc, soit, par exemple, avoir un pédalier sous son bureau, soit un tapis de marche. Enfin, voilà, quelque chose pour justement essayer de casser un peu cette sédentarité. C'est ce qu'avec Martine Duclos, on appelle la sédentarité en bougeant. Vous voyez, nous, on n'est pas là pour jeter les ordinateurs. On n'est pas là pour ça. On est dit, voilà, on a une société qui devient où on est de plus en plus assis. Adaptons-nous. Mais pour ça, prenons conscience combien c'est dangereux, je reste assis. Sinon, pourquoi j'irais mettre un pédalier sous mon bureau ? Moi, à ma maison, j'ai un pédalier. À l'hôpital, quand j'y étais, je n'en avais pas parce que j'étais toujours debout, ou bien je restais pas plus de 10 minutes assis puisque j'allais chercher le patient ou j'allais voir autre chose. Donc, peu importe. Mais par contre, chez moi, c'est pas le cas. Donc, j'ai mon pédalier, ce qui me permet de travailler et je pédale pendant que je travaille. 5 minutes, 15 minutes. Au bout d'un moment, on se rend même plus compte qu'on pédale. Alors c'est un petit peu mieux et ça coûte un peu moins cher quand même que le tapis roulant en même temps que l'on travaille, mais c'est la sédentarité en bougeant. Donc pour bien montrer que ok, on est devant un problème, mais on peut compenser. Pour ça encore faut-il qu'on se pose la question. Ce qui est moins facile avec les enfants qui eux n'ont pas pris conscience qu'ils étaient face à un problème. Parce que l'enfant, on en revient à la littératie physique qu'on n'a pas appris, c'est que malheureusement on n'apprend pas aux enfants combien c'est peut être dangereux pour eux de ne pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil un petit peu pratique
pour que les gens bougent plus? Alors, j'ai l'impression que c'est les mêmes choses qu'on entend partout, tout le temps. Ah bah oui, j'ai rien inventé de majeur. Alors, moi, j'ai pris conscience d'abord que moi, je suis chanceux, je fais du sport, je cours depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc, personne ne sait pourquoi dans ma famille, personne courait. Mais enfin, parce que j'adore courir, j'aime bien quand je cours, point à la ligne. Il faut pas chercher de troubles psychiatriques et tout, pas du tout. Je peux ne pas courir pendant 3 jours, j'ai pas d'addiction, mais j'aime bien courir. Et donc, peu importe. Donc, moi, ça fait à peu près 16 ans, oui, 17 ans, je sais plus exactement, que ma journée dure 23h30. C'est-à-dire que je sais que j'ai 30 minutes dans ma journée. Parce que je sais que je dois prendre soin de ma santé. Et ma santé, c'est les 30 minutes. J'en reviens tout à l'heure sur les gens dont le père, moi, il se trouve très simplement, j'ai rien à cacher, que du côté de mon père, c'est pas compliqué, il y avait 4 frères, ils sont tous morts avant 60 ans et tous d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus. Donc, j'ai pas les bons gènes. Plutôt que me dire, je vais attendre Toi, t'avais 2 choix. Voilà. Soit j'ai le choix de me dire, j'ai pas les bons gènes, je vais mourir d'un infarctus, donc je vais en profiter jusque-là. Soit je me dis, je vais encore faire plus attention. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc, ça va, j'ai dépassé les 50 ans. Ce que j'allais dire quand même, ce qui prouve bien que vous avez été efficace. Ah oui, c'est ce que me disent mes collègues, à force de radoter la même chose. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Tu me disais que tu avais un 23h30 dans ton journée. Voilà, 23h30. Donc, mes 30 minutes, c'est vachement compliqué. Je crois que tout le monde peut le faire. Le matin, je gare ma voiture à 1 km de l'hôpital. Je marche 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Alors, comme je suis en Bretagne, des fois, quand il a plu dans la journée et que c'était pas le cas le matin, je regrette de m'être garé à 1 km, mais tant pis pour moi. Je suis bien équipé. Et puis, je marche 10 minutes après déjeuner. J'ai fait mes 30 minutes. Franchement, est-ce que tout le monde peut pas faire ça? Alors oui, j'ai un gros souci. C'est que je me lève à peu près un quart d'heure plus tôt, puisque je dois trouver une place pour me garer, 5 minutes, et je dois me garer, et je dois marcher 10 minutes. Mais ça vaut la peine. Et surtout pour ceux qui nous écoutent, essayez, parce que ça, essayez, vous verrez. Quand vous avez des réunions tôt, marchez 10 minutes avant d'arriver à votre réunion. Et vous verrez comme vous êtes performant pour répondre aux questions qu'on vous pose. Parce que moi, je le voyais dans les réunions avec mes médecins, il y en avait 2 qui venaient en vélo et moi qui faisais mon kilomètre de marche. Les 3 qui partaient, moi je suis matinal, les réunions c'était 7h30 ou 8h le matin. Eh bien, les 3 qui parlaient, c'était les 3 qui avaient bougé. Tous les autres, ils étaient avachis dans leur siège. Et leur cerveau dormait. Dormait encore. Hein. Parce que le cerveau dort. Tant qu'on n'a pas marché, le cerveau dort, faut le savoir. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour être en meilleure santé, lequel choisirais-tu? Alors, le conseil que je donnerais, c'est peut-être une phrase qu'ils doivent absolument retenir, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est pas de moi, elle s'appelle d'un monsieur qui s'appelle Jim Rohn. C'est prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Je n'y avais jamais pensé. Il y a plein de petites variantes. Tu vois, je connaissais « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous passerez toute votre vie ». Oui. Et ça donc, marche aussi. Jim Rohn, c'est un gars qui est un motivateur, qui a des belles phrases. Et là, j'ai 2 solutions encore. Soit je bouge pas. En plus, généralement, quand je bouge pas, je mange pas très bien. Je dors pas bien. Et vous allez vivre dans un endroit pourri. Parce que de toute façon, quand vous vous lèverez, vous aurez mal aux genoux. Vous aurez mal au dos, etc. Soit vous bougez, vous allez vivre dans un endroit paradisiaque. Donc ça dépend que de vous. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais pour que les gens comprennent qu'ils doivent bouger. Mais c'est vrai, quand on voit souvent le soin qu'on met pour nettoyer l'intérieur de notre maison, pour que ça soit notre propre, notre voiture, que ça soit propre, que ça soit bien rangé, etc. Ouais. Et à côté de ça, au niveau de notre corps, on n'arrive pas, je fais une généralité, à avoir la même hygiène et la même attention. C'est la très bonne comparaison que tu prends. Parce que quand on reste assis, notre corps s'encrasse. Exactement comme la pièce que vous ne nettoyez pas. C'est exactement pareil. Rendez-vous compte, vous restez assis 7 heures dans la journée au boulot, sauf pour aller manger le midi, par exemple. Votre taux de sucre dans le sang augmente parce que vous êtes resté assis. Mais après, quand vous sortez, vous allez peut-être aller au sport, faire vos courses, votre taux de sucre va baisser, mais quand vous allez vous coucher, votre taux de sucre va remonter au-dessus de la normale. Et c'est la même chose pour la pression artérielle. Et c'est là qu'on comprend les méfaits de la sédentarité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour rester assis toute la journée. On peut prendre le problème dans tous les sens, on n'est pas fait pour ça. Notre corps, c'est fini. Tous les systèmes de réglage sont complètement mis sans dessus-dessous et donc ils répondent plus comme ils devraient. Deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? J'ai l'impression que tu as commencé tôt. Moi, j'ai commencé tôt parce que je n'ai jamais eu besoin de me forcer. Récemment, puisque je suis retraité, j'ai augmenté un tout petit peu mon temps d'exercice
Et puis ce que j'ai fait un petit peu, c'est que j'ai vu malheureusement que ce que j'apprenais dans les livres au niveau du vieillissement était vrai, c'est-à-dire qu'on perd de la force musculaire, etc. La sarcopénie. Donc, la sarcopénie, oui, la fonte musculaire. Donc j'ai rajouté dans mon activité physique, alors que je ne faisais que de courir, du travail du haut du corps. Et même pour rien vous cacher, j'ai eu la chance de porter la flamme pour les Jeux Olympiques. Sauf que comme j'étais médecin du canoë-kayak pendant très longtemps de l'équipe de France, c'est la fédération de canoë-kayak qui m'avait proposé. Et je me suis retrouvé dans un raft pour porter la flamme. Et quand vous êtes debout dans un raft avec la flamme, et ben là, je me suis rendu compte que j'avais plus le même équilibre qu'avant. Donc j'ai rajouté du travail d'équilibre. Bon, ça va, t'es pas passé à l'eau? Non, je suis pas tombé à l'eau. Je me suis dit, j'imagine, si jamais je tombe à l'eau avec la flamme, les journaux, j'en entendais parler pendant toute ma fin de vie. Comme donc, le plongeur, tu sais, qui est tombé pendant la représentation devant Macron. Non, là, je me suis pas fait remarquer, mais par contre, je me suis rendu compte que c'était vrai, que l'équilibre était plus le même qu'avant. Donc, j'ai rajouté travail de renforcement musculaire et travail d'équilibre. Je vais te challenger un peu sur quelque chose parce que quand même, j'ai cru comprendre quand on voit ta montre, etc., que tu dois quand même pas mal courir. Oui. Tu viens de me dire que tu faisais du renforcement musculaire du haut du corps, donc de la musculation. Donc, tu t'appliques quand même à toi quelque chose qui est beaucoup plus exigeant que les 5 minutes de marche dont tu viens de me parler pendant toute la vidéo. Mais là c'est pas exigeant, ça fait partie de ma vie. J'ai eu la chance d'aller dans des tas de pays du monde, soit pour parler, soit pour aller dans des congrès et tout. Et dans les congrès, j'ai toujours visité les villes en courant, parce que c'est comme ça que je les visite, que c'est plus simple. Et puis j'étais compétiteur, très compétiteur. Je me suis appliqué ce que j'ai toujours dit à mes patients et à mes sportifs. Après 60 ans, j'ai arrêté d'être compétiteur, c'est-à-dire que j'ai plus fait de courses sur route et tout. Je vais courir dans la montagne, des choses comme ça. Et voilà, comme pour rien vous cacher, cet été, je viens de passer les 70 ans, je vais bientôt avoir les 71. Et je me suis dit, bon, je vais quand même voir si je suis capable de faire un circuit que je faisais habituellement. Ce circuit, c'est le circuit de Belle-Île-en-Mer. Le Tour de Belle-Île-en-Mer, c'est 84 km, 2011 mètres de dénivelé positif. Alors je vous rassure, avant je le faisais à l'entraînement en une fois. Aujourd'hui, j'en ai fait 150 parce que je l'ai fait en plusieurs fois, donc il fallait que je fasse aller-retour. Et là, ce qui était le plus beau pour moi, c'est que chaque jour qui passait, alors je n'ai pas couru tous les jours, je courais 3 jours, 1 jour de repos. Chaque jour où je courais, j'étais mieux que la veille. Et ça m'a sidéré. Même à mon âge, qu'est-ce qu'on peut progresser quand on s'y remet sérieusement? Bon, je vous rassure, depuis, j'ai pas fait 150 bornes comme ça en une semaine. Mais donc, pour vous dire que on peut le faire. On peut le faire. Et tu l'as dit quand même, et c'est hyper important, le corps, il évolue à tout âge. Moi, je le vois avec des patients. Un patient de 90 ans, alors on n'aura pas les mêmes objectifs, mais on a du gain. Bien sûr. S'il veut se lever plus facilement de sa chaise, on fait du renforcement musculaire des membres inférieurs, de ses quadriceps, de ses fessiers, etc. Il y aura un gain. Et il ira refaire ses courses. Et il ira faire ses courses et il sera plus stable quand il marchera, peut-être avec son déambulateur, etc. Voilà. Mais ça sera mieux. On prend un patient de 80 ans, il aura peut-être des objectifs un peu supérieurs, mais il y aura un gain, et etc., etc. Et effectivement, le corps, il a quand même cette faculté qui est dingue, c'est que on l'entraîne, il répond aux stimuli qu'on lui envoie en se renforçant. Ce que tu dis est très important, et je vais finir puisqu'on arrive près de la fin d'après ce que tu m'as dit. On peut continuer. Sur une quelque chose qui va peut-être perturber les gens qui nous écoutent, mais c'est la vérité. C'est la vérité, je l'ai vécu avec ma mère, donc c'est la vérité. Vous êtes dans une EHPAD, la personne âgée, comme tu l'as dit, a du mal à marcher. On lui donne un déambulateur. On se rend compte un jour que la personne âgée arrive, la soupe est froide à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait dans l'EHPAD? On la met dans un fauteuil roulant. Eh bien, cette personne âgée, son espérance de vie, c'est 6 mois. 3 mois dans son fauteuil roulant, 3 mois au lit, et elle meurt. C'est les chiffres. C'est en moyenne ça. C'est-à-dire que la personne âgée qui marchait, qu'on empêche de marcher en la mettant dans le fauteuil roulant, mais elle est ravie, la personne âgée. Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est le malheur, c'est ça. C'est le malheur, elle est ravie. Elle va pas se battre pour prendre le déambulateur. Eh bien, ça vous montre l'importance de marcher. C'est vital. Voilà l'exemple typique. C'est vital. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. J'espère qu'on arrivera à faire bouger plein de personnes, François. Merci beaucoup. Merci bien.